tu peux avoir deux choix. Tu peux décider de nier complètement d'où tu viens parce que ça te fait trop mal, ou tu acceptes complètement d'où tu viens et tu essaies de te battre contre le système justement qui écrasait mes origines en tout cas. Bonjour Rokhaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kiffe ta race qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société, dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Aujourd'hui, Kiffe ta race se plonge dans l'histoire d'un garçon né dans une famille pauvre des faubourgs d'Haïti, passé par la banlieue parisienne et dont le destin, incroyable, l'a mené parmi les étoiles d'Hollywood. Notre épisode du jour évoquera les enjeux liés au déracinement, à la vie d'immigrés et aux luttes permettant parfois aux rêves de devenir des réalités. Comment brise-t-on le déterminisme social quand rien ne nous y prédispose ? Et pour répondre à cette question, notre invité aujourd'hui est Jimmy Jean-Louis. Salut Jimmy. Kiffe ta race. J'adore quand tu le dis. Tu dis trop bien, on a un nouveau générique là. Non, j'adore le Merci titre. de le dire voilà. avec tant de Je poigne. suis et très de content d'être conviction. ici, sincèrement. On est ravis de te recevoir aussi. Merci. Parce que je kiffe ma race, au fait. Aussi. Nous nous aussi, c'est le but. Voilà. C'est le but. Alors Jimmy, tu es acteur et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Récamier, Héros, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood. Oui. Alors Jimmy, tu ne sais peut-être pas, mais dans Kiffe ta race, on a un petit rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se situent sur le plan racial. Par exemple, Grace est perçue comme une femme d'origine asiatique et moi comme une femme noire. Est-ce que toi, tu te définis ? Et si oui, comment ? Comme un homme noir. D'accord. Ah ben oui, complètement. De par l'histoire, par toutes les situations que j'ai vécues dans ma vie, je ne peux que m'identifier comme un homme noir. De l'autre côté, voilà, je suis très, très ouvert à toutes les cultures, à toutes les races, mais de l'autre côté, je suis aussi très profondément lié à mes sources, à mes origines. Oui, donc voilà, je suis noir, tout simplement, j'ai tendance à le dire. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé que tu étais noire ? Ou ça a toujours été clair pour toi ? Peut-être plus quand je suis venu à Paris, parce que moi j'ai grandi en Haïti les 12 premières années de ma vie. Et c'est vrai que quand je suis venu à Paris, là, c'est vrai que c'était... Enfin, quand je dis à Paris, ça fait classe, mais c'était dans la banlieue, quoi. C'est dans la banlieue, dans le 95. Et c'est là que j'ai réalisé que j'étais tout le temps le seul noir de ma classe, quoi. T'es venu à Paris à la fin des années 70 ? 80 exactement, En 1980. Ouais. Et là, je suis entré en 6e, genre 3 jours après. Et là, c'était un vrai clash de culture, quoi. Mais tout était différent pour moi. Le climat, les gens, la nourriture, le langage. Et puis là, voilà, fallait presque enlever tout ce que je connaissais de moi, toute mon identité, pour essayer de mettre l'identité de quelqu'un d'autre. Donc à partir de là, j'essaie de m'adapter et dans l'adaptation, on réalise que oui, je suis différent des autres. Et ta mère, elle était venue en France avant toi et c'est elle que tu es venu rejoindre. Ouais. Comment est-ce que quand elle est partie, quelle était l'image pour toi de la France ? Je ne connaissais pas grand-chose. Venant d'Haïti, surtout de là, moi, d'où je viens, c'est une famille très très pauvre. Hein. Je viens d'une famille qui se cherchait, qui essayait d'élever les enfants, donc ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Nous sommes arrivés à Paris comme on aurait pu aller en Martinique ou au Canada ou aux États-Unis. C'était quelle porte était ouverte pour nous. Donc du coup, moi, je ne connaissais pas grand-chose de la France. Je ne connais pas grand-chose de rien du tout. Je suis un enfant qui est né à 12 ans, sans quasi rien, quoi. J'avais pas d'électricité ou d'eau potable à la maison jusqu'à l'âge de, je sais pas, peut-être 8 ans. Donc du coup, l'image que j'ai à l'extérieur de mon petit quartier à moi était rien du tout. C'était uniquement les bruits de kung-fu, de Boussy, watcha, watcha, des choses comme ça qui étaient super populaires, ou peut-être une chanson de Bob Marley, ou peut-être le nom de Pelé, mais c'est tout. C'est ce qui te venait de l'extérieur, en fait, ces exactement, images-là. Ouais. Et donc, tu as fini par rejoindre ta mère en France avec ta fratrie. Pourtant, l'accueil à l'école a été assez violent, tu le racontes dans ton livre. Ton accent et ton apparence te valent des moqueries. Est-ce que tu peux nous reparler de ça ? Oui, mais encore une fois,
c'est des moqueries que moi j'acceptais tout simplement parce que je pensais qu'il fallait les accepter pour être bien intégré. Ben oui. Et c'est quelque chose qui se faisait très souvent. Donc on imitait ton accent. Il y a même un imitait élève qui a l'accent. imité un singe en épluchant une banane devant Ah oui, toi. complètement. Le banana, oui, ça c'est quelque chose qui se faisait très souvent. Hein. Tous les petits noms qu'on aurait pu donner à un jeune noir, moi j'ai entendu tout ça. Mais Comment tu l'as vécu? mais je sais pas, parce que sur le moment on vit sans trop y réfléchir, mais de l'autre côté, je pense que ça a dû quand même laisser des vraies séquelles, quoi, parce que c'est un mal intérieur qu'on essaye de faire vivre naturellement et normalement, mais c'est pas normal. Donc automatiquement, on est atteint au plus profond de nous-mêmes. Et moi, je le sais maintenant parce que j'ai beaucoup de recul. Il y a beaucoup de gens qui ont été atteints comme ça et ne le savent même pas parce qu'ils n'ont pas ce recul pour se dire « Ah, c'était comme ça, à vrai dire ». Ils sont toujours dans le même train-train. Donc, c'est quelque chose qui est très grave, à vrai dire. Bah, toi, tu en parles au passé, puisque ça fait partie de ton enfance, de ton arrivée en France, mais ça arrive encore tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des footballeurs, des personnes noires, qui reçoivent des cris de singe lorsqu'ils ils exercent leur profession sur un terrain de football. C'est arrivé en Italie, c'est arrivé en France. Ouais. Il y a eu notre ministre de la Justice qui a été une femme noire, Christiane Taubira, qui a été reçue dans la rue par une dame qui l'a traitée de guenon. Ouais. Donc, c'est pas des choses qui sont isolées. C'est pas que Jimmy Jean-Louis qui l'a vécu à son arrivée dans le 95, mais c'est une expérience qui est partagée par plein de gens et c'est triste, c'est inacceptable. Ouais, non, mais c'est pas quelque chose d'isolé, c'est sûr. Moi, c'était pas de guenon, c'était plutôt de bamboula. Mais c'est quelque chose que moi, j'ai pu voir qui se passe un peu partout dans le monde. Vu que, voilà, je vis actuellement aux États-Unis, mais j'ai aussi parcouru d'autres pays européens, que ce soit l'Italie, l'Espagne ou l'Angleterre, c'est la même situation. Même en Afrique du Sud. Donc c'est sûr qu'on vit dans un monde où tout n'est pas pareil pour tous, ça c'est certain. Il y a une certaine inégalité. C'est pour ça qu'il est très important, je trouve, de savoir qui on est, de bien connaître son identité et pour faire face à certaines choses. C'est assez déplorable de voir qu'en 2024, on peut avoir ce genre d'incidents, mais surtout au plus haut niveau. Parce que quand on parle d'un joueur de foot qui se fait traiter de tel, là, on parle quand même d'un public énorme, d'une société qui est consciente et qui accepte. Donc, à l'intérieur, on se demande s'il n'y a pas un groupe qui pousse peut-être à ce genre d'attitude. Parce que je pense que c'est tellement grave que si c'était si grave que ça, personne ne le ferait. Et la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut oser à prendre le risque de dire ce genre de choses de nos jours? Est-ce que dans le fond, on sait que quoi qu'il arrive, il y a peut-être quelqu'un qui va me sortir, je suis une forme bien d'impunité. épaulé. Oui, donc je sais pas. Ouais, une tolérance générale, parce qu'en fait, ça n'a pas vraiment de répercussions pour les personnes qui prononcent ce genre de propos. Ouais. Et encore aussi à l'école, quand tu étais petit, tu racontes dans ton livre, lors d'un voyage scolaire au Royaume-Uni, tu subis une humiliation qui, elle aussi, te marque profondément. Ouais. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler de cette... Ça, par contre, c'est vrai que c'est beaucoup plus grave en ce qui me concerne parce que c'est quelque chose qui m'a collé dans la peau pendant toujours, quoi. Il y avait un voyage scolaire qui était organisé entre mon école à l'époque, j'étais au lycée du Lac, et à Créteil, ouais, et on devait aller en Angleterre. Et puis, je ne sais pas pourquoi, moi, et uniquement moi, quand il fallait avoir un visa pour aller en Angleterre, on m'a demandé, on m'a exigé, on m'a forcé à faire le test du sida. Tout cela parce que je venais d'Haïti. Donc, en tant que gamin à cet âge-là, déjà, on flippait tous. Et là, on me dit, toi là-bas, tu vas faire le test. Oui, c'était quand même les années 80, à l'époque où c'était une nouvelle maladie, donc qu'on connaissait très peu et qui était extrêmement stigmatisée. Donc on imagine qu'à l'époque,
pour un adolescent, c'est vraiment un stigmate qui est injuste, mais qui est vraiment très, très fort, quoi. Ah oui, complètement. C'est-à-dire, quand ils m'ont dit que tu vas faire le test du sida, déjà, moi, en moi-même, je pense que peut-être que j'ai le sida. Déjà, ça me fait peur. Ah oui, je suis haïtienne, donc je dois avoir le sida. C'est horrible. Donc là, je vais faire le test du sida pour avoir les papiers, juste pour faire un voyage comme tous les autres camarades de classe. Bien entendu, je ne l'avais pas, mais ceci dit, tout le processus, il fallait quand même aller voir le docteur, après prendre ce papier, aller au consulat et démontrer qu'on ne l'avait pas pour pouvoir faire le voyage comme les autres. Et pendant tout ce temps, moi, je suis seul à faire tout ça. Les autres gamins, ils vivent leur vie. Donc ça, ce sont des choses c'est une des choses qui est restée avec moi. Et c'est vrai qu'après ce genre de situation, tu peux avoir deux choix. Tu peux décider de nier complètement d'où tu viens parce que ça te fait trop mal, ou tu acceptes complètement d'où tu viens et tu essaies de te battre contre le système justement qui écrasait mes origines en tout cas. Et en accompagnant ça et en acceptant, j'ai aussi réalisé que je venais d'une île qui est formidable. Je viens d'une île qui a quand même forgé la révolte. Je viens de l'île qui a ouvert la porte à l'Amérique du Sud, même aux États-Unis avec The Purchase of Louisiana. Donc tout ça m'a réconforté, ça m'a fait savoir que ok, ils peuvent se moquer de moi, mais il faut que j'ai un peu de répondant pour pouvoir les contrecarrer. Oui, donc, Haïti, première république noire et premier pays qui est constitué suite à la révolte des personnes qui sont victimes de l'esclavage. Donc c'est la première révolution de personnes victimes de l'esclavage qui produit l'existence d'un pays. Donc effectivement, il y a de quoi être fier, quoi. Ben, complètement. Je suis désolé, mais... Et c'est important ce que tu dis sur connaître sa propre histoire, parce que... donc toi, tu connais très bien ton histoire. D'ailleurs, tu vas nous raconter après comment tu partages cette histoire à de nombreuses personnalités, de personnes. Mais nous, en tant que Français, ça fait partie de notre histoire, puisque Haïti s'appelait auparavant Saint-Domingue, et qu'il y a eu une présence française, une domination française exercée pendant très longtemps. Et Saint-Domingue était l'une des colonies les plus prolifiques en fait de l'Hexagone français. Et moi, récemment, je suis allée dans un colloque avec une personne universitaire qui connaît très bien l'histoire française, l'histoire noire en France. Et elle-même a avoué qu'elle n'avait pas appris l'histoire de Saint-Domingue et ensuite l'histoire d'Haïti dans son parcours de professionnel en fait, de l'histoire de notre pays. Donc, je trouvais ça quand même incroyable. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on apprend son histoire lorsqu'elle n'est pas dans les livres, lorsqu'elle n'est pas dite qu'elle n'est pas transmise de façon automatique et de façon... C'est vrai que c'est difficile parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir passé mes premières années en Haïti. Donc, c'est pour ça que je connais une bonne partie de mon histoire. Mais si je n'avais pas passé ces années en Haïti, je serais en France, je ne connaîtrais pas mon histoire non plus. Et là, c'est grave. C'est-à-dire, là, on vit dans un pays avec une peau qui nous dit clairement qui on est, mais sans identité. Et ouais, ça peut être très grave, je pense. C'est-à-dire, on passe à côté d'une vie, quoi. On va dérouler ton parcours professionnel aussi, puisque tu as bourlingué, hein, et tu fais tes premiers pas dans la danse. Tu es un grand danseur. Tu écumes les dance floors de... tu peux le dire. On peut le dire comme ça. On va aller vite sur la période parisienne qui a eu plein de rebondissements. On va aller directement. Il n'y a pas assez de place pour faire une démo, c'est dommage. Mais là encore, tu te heurtes à des restrictions par rapport à ton passeport. Le passeport revient en fait à chaque fois comme une limite à tes déplacements, à ton art en fait, parce que en raison de ton passeport, on te dit on peut pas te recruter parce que tu n'es pas ressortissant à l'époque de la CE, de la Communauté économique européenne, de l'Union européenne. Ça, c'était à Barcelone. Ça, c'était depuis Barcelone. C'était à Barcelone, Non, j'étais pas... Ouais, exact. C'est-à-dire que moi, j'étais à Paris et je pensais que je pouvais peut-être faire une carrière dans tout ce qui est domaine artistique, soit le cinéma, danse ou autre. Vu que ça marchait pas, je me suis cassé de Paris. Et là, je vais en Espagne, là, je trouve un vrai boulot. Et là, on me dit que oui, mais c'est pas possible parce que t'as pas le bon passeport.
Mais, je veux dire, mais moi, dans ma tête, j'ai failli... Ça a craqué, quoi. C'est là que j'étais prêt à prendre tous les risques. D'autant plus que tu avais grandi en France, en fait. Tu étais venu petit, tu vois. Ouais. C'est ça le pire. Et la seule raison pour laquelle je n'avais pas le passeport français, c'est parce qu'à l'époque, il fallait faire l'armée. Et personnellement, j'avais refusé de vouloir faire l'armée. Rien contre l'armée, mais personnellement, ce n'est pas quelque chose que je voulais faire. Donc c'est uniquement pour ça que je n'avais pas le passeport français. Mais ceci dit, oui, j'avais grandi à Paris. Et malheureusement, non, je ne pouvais pas travailler à l'étranger. Donc, j'ai dû faire ce qu'il fallait faire. Ceux qui lisent le livre mais... pour découvrir. Vas-y, retourner. Ouais, c'est ça. Tu as trouvé un moyen de te faire passer pour quelqu'un d'autre. Oui, complètement. Des fois, on oublie de faire ce genre de choses parce qu'on ne se contente pas de ce qu'on nous dit de faire. Mais moi, je pars dans l'état d'esprit où si je pense que ce que je fais est juste et est bon, et là, je pense que je suis capable de contourner certaines règles parce que c'est pas toutes les règles qui sont bonnes pour soi. Les démarches que j'ai entreprises pour justement travailler, moi j'ai pensé que c'est quelque chose qui valait le coup, c'est quelque chose qu'il fallait faire. Je ne dérangeais personne. Je faisais mon travail de citoyen, enfin, j'allais dire de citoyen, mais dans cette société. Et là, j'étais vraiment prêt à prendre des risques. Donc j'ai pris des risques. Ça aurait pu me coûter cher, hein, mais tu t'en es sorti. Mais heureusement, je suis sorti. Et tu continues donc après Barcelone, tu décides d'aller à Milan pour devenir mannequin. Et dans ton bouquin, tu dis que les mannequins noirs à l'époque en Italie, c'était pas très courant. Est-ce que tu as des anecdotes? Est-ce qu'on t'a fait des observations, des remarques à ce moment-là ou pas spécialement? Les petites choses qui étaient courantes à l'époque en tant que mannequin noir, tout était jugé sur le physique. Donc, des fois, tu étais dans une petite salle où on te touchait, mais sans problème, quoi. Non, mais ça, maintenant que j'y pense, c'est incroyable de faire les ça. créateurs, les maquilleurs ou autres, tu te fais toucher, parce que tu représentes cet exotisme. Et malgré ça, tu n'as pas le boulot, hein. Mais les rencontres sont tout le temps bien. Non, mais c'est ça le pire. C'est que les rencontres sont belles, tout ça. Mais à la fin, non, on ne te donne pas le boulot. Mais on te caresse, Et c'est vrai que sur le coup, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qui se faisait. Mais avec un peu de recul, je me dis, mais quand même, quoi. C'est vraiment l'exotisation totale. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de mannequins noirs qui représentaient les marques en général, mais surtout moins les marques italiennes. Et cette carrière de mannequin, tu l'embrasses, en tout cas, elle te mène jusqu'en Afrique du Sud. Ouais. Et là, quand tu es en Afrique du Sud, incroyable, tu rencontres Nelson Mandela. Oui, ça, il faut que tu nous racontes parce que quand même, ça c'est classe quand même. Non, mais comme je disais, moi, c'est vrai que je m'arrête jamais à ce qu'on me dit, donc j'ai pas trop de limites dans ma façon de faire des choses. Et je débarque en Afrique du Sud, et là, il y a un groupe de personnes qui pensent qu'il serait intéressant que je rencontre Nelson Mandela. Je dis, ah ouais, pourquoi moi? pour quelle raison et pourquoi faire? C'est génial. Hein. Mais pourquoi faire, quoi? Mais il s'est avéré que Nelson Mandela, qui était un passionné d'Haïti, parce que ses héros à lui étaient des héros haïtiens, dont Toussaint Louverture, Dessalines, tous ceux qui ont donné ou aidé à cette indépendance contre la France. Et vu que j'étais peut-être l'un des rares Haïtiens qui était dans le domaine artistique et puis qui était peut-être en vue en Afrique du Sud, donc il y a un genre de rendez-vous qui a été organisé. Et là, la rencontre avec Nelson Mandela, non mais ça c'est un truc de dingue, quoi. Non, mais... Tu dis que tu as été épaté par la connaissance qu'il avait de l'histoire haïtienne? Ah ben oui, complètement. Lui, faut dire qu'il était dans un trou pendant beaucoup de temps, donc il a eu le temps de lire sur tout le monde. Donc moi-même, je connaissais moins l'histoire d'Haïti que lui. Donc on n'a pas échangé pendant longtemps, mais pendant le peu de temps, on a vraiment échangé sur Haïti, sur les problèmes d'Haïti, sur la situation haïtienne. Et puis sur la politique haïtienne. Donc c'était sympa d'avoir partagé ce petit moment. Bien entendu, c'est pas vraiment rentré dans ma tête. Ce qui m'est resté, c'était le fait de l'avoir rencontré, le fait qu'il ait pu concrétiser en moi quelque chose que j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais je pense qu'après cette rencontre, je me suis dit que personne
personne ne peut m'arrêter. Il n'y a que moi-même qui pourrait éventuellement m'arrêter dans ce que je veux faire. Je pourrais éventuellement faire tout ce que je veux dans la vie si j'ai vraiment envie. Donc voilà, c'est une rencontre qui m'est très chère et content de l'avoir fait, quoi, parce que le mec, c'est une vraie légende. Effectivement, tu as été mannequin, danseur, mais tu avais d'autres ambitions. Tu avais le rêve américain chevillé au corps. Tu parviens, après moult péripéties, enfin à t'installer aux États-Unis où tu fondes ta famille. Ouais. Et tu es sollicité pour jouer dans un film avec Jean-Claude Van Damme. Ouais. Et pour ce faire, tu dois te rendre en Bulgarie. Et à nouveau, cette histoire de passeport te bloque le passage. Est-ce que tu peux nous raconter cet épisode à l'ambassade de Bulgarie? Parce que tu reviens à Paris. Ah ouais, non, mais le et donc, de dingue, tu racontes des cracks aux gens de l'ambassade, en gros. Ah ouais, non, mais complètement. Mais là encore, ça c'est l'école parisienne. C'est ça qu'on se rend pas compte. À Paris, enfin moi, mon passage à Paris, c'était une vraie école parce que j'étais super débrouillard. Donc du coup, donc pour avancer plus vite dans l'histoire, c'est que je book ce premier film et ça c'est juste après la naissance de mon garçon et je suis complètement fauché. Donc j'ai plus rien et là j'ai un boulot qui va pouvoir m'ouvrir la vie dans les deux sens, économique et professionnel. Et là j'arrive à l'aéroport, je suis à New York. Et on me dit que, mais monsieur, il y a un problème, là, il faut un visa pour la Bulgarie. Et je dis, ah oui, ok. Donc, je ne savais pas, bien entendu. Et là, j'ai ma tête qui explose pratiquement. Donc, obligé de faire demi-tour. Donc, je rentre à la maison. Et là, j'essaie de convaincre le producteur, mon manager, tous ceux qui sont associés au film, de m'envoyer à Paris, parce que j'étais déjà à New York, de Los Angeles, de m'envoyer à Paris et qu'à Paris, j'ai les bonnes connexions avec l'ambassade et que de là-bas, je pourrais facilement avoir... que tu n'avais pas. Que je n'avais pas, bien entendu. Mais moi, je voulais continuer à avancer. Donc... Se rapprocher de la Bulgarie. Exactement. Donc, si j'investis déjà entre le vol des États-Unis à la France, déjà, je suis beaucoup plus près. C'est du bon côté de l'Atlantique. Oui, exactement. Donc j'ai pu les convaincre. Et là, dans l'avion, pendant 9 heures de temps, je me dis, mais putain, mais dans quoi est-ce que je me suis mis? Qu'est-ce que je vais raconter? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, de l'aéroport, je vais directement à l'ambassade. Je suis le premier. L'ambassade n'est pas ouverte encore. Et après, voilà, je fonce dedans, quoi. Il y a quelqu'un qui me reçoit. Je leur explique mon problème. Ils me rigolent dessus. Ils me disent, attends, mais toi, t'es complètement dingue. Déjà, ça prend 1 semaine pour prendre un visa. Même si tu avais tous les papiers, il faudrait 1 semaine. Et là, je dis, non, vous avez pas compris, là. Non, vous avez pas compris. Et là, j'ai commencé à sortir une chat. Je ne sais pas d'où je l'ai sorti. Je les ai fait croire que je connaissais tout le monde à Hollywood. Il fallait vérifier avec telle ou telle personne. Et que là, je suis attendu en Bulgarie. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'avoir des problèmes vous-même. Et je patiente, et là, ils me regardent. Mais il y a un truc que tu racontes ici dans ton bouquin, c'est que tu leur dis que tu as joué dans des films où tu n'as pas joué. Et que tu te dis, bon, en gros, comme tous les Noirs se ressemblent pour eux, ils ne sauront pas que c'est moi. Ah, mais complètement. Non, mais la chat, mais j'ai inventé. Je sais même plus ce que j'ai inventé, mais je sais que ça a marché. Et puis à la fin, il est venu me voir. Il me dit, bon, mais écoutez, monsieur, allez-y, vous pouvez prendre l'avion dès aujourd'hui. Donc le jour même, j'ai pu avoir le visa en 1 matinée. Incroyable. Quelque chose qui est quasi impossible en général. Mais tu sais, quand tu es dans une situation où tu n'as pas le choix, je pense qu'il y a des énergies qui sortent de toi et tu les partages avec le reste. Et les gens, ils peuvent être réceptifs. Parce qu'à la fin, tout est un problème humain. On peut mettre les règles qu'on veut, mais tout se règle humainement. Et je pense que si on est conscient de cela, on peut casser beaucoup de règles ou de lois et se regarder en face en tant qu'humain et se donner des solutions et trouver des solutions. Et je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, je suis très conscient de cela aussi. Et comme tu l'as pressenti, cette expérience avec Jean-Claude Van Damme, ce film t'ouvre en effet les portes de plein d'autres films. Alors il y a, en 2003, tu joues dans Les Larmes du Soleil avec Bruce Willis et Monica Bellucci. Et là, donc là, ça y est, c'est bon, t'es lancé. Oui, là, c'est bon, t'es lancé. Sauf qu'à Hollywood, t'es jamais vraiment lancé. C'est aussi une vérité. Là, on est lancé, mais il faut continuer à se battre pour continuer à être lancé. Sinon, on se casse la gueule. Donc oui, c'est vrai que ça m'a permis de faire
Les Larmes du Soleil. Tout de suite après, j'ai fait un autre film avec Harrison Ford, il me semble. Après, un autre avec Jennifer Lopez et Jane Fonda. Ouais. Harrison Ford, je sais pas trop. Donc après, ça a commencé à prendre forme, tu vois. Donc, mais à chaque fois, il fallait se battre, quoi. Mais c'était un combat infernal, même pour Heroes. Attends, on va en parler, parce qu'il faut quand même annoncer ce truc, parce qu'en 2006, c'est vraiment l'explosion avec cette série qui s'appelle Heroes, qui est vraiment culte. Tu joues René, l'haïtien, qui avait un espèce de super pouvoir, où il bloquait les pouvoirs de tout le monde. Meilleur pouvoir. Voilà, meilleur pouvoir. Il était pas mal. Donc cette série, elle explose non seulement aux États-Unis, mais sur le plan international. Et c'est vraiment un moment où les séries deviennent des objets de consommation culturelle assez courantes. En tout cas, moi, c'est là que je t'ai découvert. Est-ce que pour toi, c'est une transformation? Dans ton bouquin, tu dis quand même que le regard sur ton travail change, en France notamment. Et dans ton livre, je te cite, tu dis « Je ne suis plus l'haïtien, mais le français qui a réussi à Hollywood ». Est-ce que c'est pas une revanche quand même? Dans le fond, j'essaie pas de... Voilà, je fais ce que je fais et puis je continue à avancer. Mais je comprends ce que tu dis. Moi, je suis comme ça, en fait. Je comprends ce que tu dis, Rokhaya. Je suis avec toi. Parce que je kiffe ma race. Non, mais c'est vrai que c'était super bizarre. D'être à LA et là, d'avoir Télé 7 jours qui vient à moi, ce genre de choses, quoi. Même de faire Miss France en tant que jury. Et là, anecdote, c'est que je suis à côté de Jean-Claude, j'allais dire Jean-Claude Van Damme, de Jean-Paul Gaultier et plein d'autres personnes. Mais si je reviens 20 ans plus tard, je galérais dans les rues de Paris à essayer de faire les castings de Jean-Paul Gaultier sans jamais pouvoir le booker, quoi. Donc ça, c'est des choses qui... Voilà, ça m'a fait très, très bizarre. Donc oui, Heroes a explosé et j'en étais conscient. Et ce que j'ai fait après ça, c'est que quand j'ai réalisé que Heroes était connu dans le monde entier, j'ai aussi... j'ai essayé de prendre en main ma carrière aussi. C'est-à-dire, je me suis dit, si c'est connu partout, dans ces cas-là, je vais faire marche arrière et je vais repasser partout que je connais et laisser des traces physiques pour essayer de travailler dans ces marchés. Donc là, je suis revenu en France pour essayer de travailler en Angleterre, en Afrique du Sud, en Espagne, en Italie, maintenant en Afrique, en Inde. Donc, du coup, ça fait que j'ai quand même utilisé l'explosion de Heroes pour avoir des vraies connexions cinématographiques dans le monde entier pour que je puisse continuer à exister au cas où ça ne va pas trop bien à Hollywood, mais au moins je peux exister dans d'autres marchés tels que Nollywood, Bollywood ou voire même dans tout le bassin caribéen. Et donc, parallèlement à cette carrière que tu développes, tu n'as pas quitté ton île, en fait, c'est Haïti, ça reste chez toi. Complètement. Et donc en 2012, tu interprètes le rôle de cet homme, Toussaint Louverture, dont tu nous as parlé, dont tu as parlé avec Nelson Mandela, dans une fiction produite pour France Télévisions aux côtés de notre amie Aïssa Maïga. Oui. Et qu'est-ce que ce rôle-là est important pour toi, puisque c'est une figure de l'histoire, de ton histoire, de notre histoire, et finalement tu joues ce rôle et les gens te reconnaissent aussi maintenant. Pour ce rôle, et qu'est-ce que ça te fait, toi? Là, on va revenir un petit peu sur l'épisode de « Va faire ton test du sida parce que tu es haïtien », rencontre avec Mandela pour parler d'Haïti, jouer le personnage de l'haïtien dans Heroes. Et là, juste avant le Toussaint Louverture, il y a quand même le tremblement de terre en Haïti. En 2010. En 2010. Et là, j'étais très actif parce que j'étais, je pense, l'un des visages haïtiens que le monde connaissait le plus, avec Wyclef. Donc voilà, j'ai dû faire beaucoup de travail. Et puis, bien entendu, Toussaint Louverture. Donc, quand Toussaint Louverture arrive, j'avais déjà endossé tellement de vestes pour Haïti que j'étais mentalement prêt pour ça. Ceci dit, en jouant Toussaint Louverture, là par contre c'est une autre, en l'incarnant, là c'est quelque chose d'autre qui est venu en moi. Là c'était plus un rôle que je jouais, c'est plus que ça, c'était une rencontre avec une histoire et puis aussi c'était une rencontre avec moi-même. C'était peut-être porter avec ce rôle-là tous les rêves,
toute la mémoire de tout un peuple qui est en souffrance en ce moment en Haïti. Donc, du coup, je me suis aperçu que je commençais petit à petit à aller au-delà du métier d'acteur, que voilà, là, il faut commencer à parler d'autre chose que le acting. Donc, voilà, l'injustice qui se fait dans le pays, toute cette notion de liberté, tous ceux qui sont oppressés, toutes ces luttes. Donc, oui, ça, plus qu'un rôle, ça a amené beaucoup d'autres choses. Et c'est quelque chose que, voilà, je suis très fier d'avoir incarné tout ça en ouverture. Et c'est vrai que c'est en train de devenir un rôle de référence pour moi. Et justement, à Haïti, tu deviens aussi un héros national dans le pays de ton enfance et on te confie même un rôle diplomatique. Oui. Et le contraste entre ta carrière brillante à Hollywood et la situation désastreuse de l'île, notamment frappée par le séisme et par plein d'autres problèmes, est tel que tu fondes Hollywood Unites Haiti. Donc ça rejoint ce que tu disais à l'instant. Quelles sont les actions que tu mets en place justement pour, d'une certaine manière, que ton succès bénéficie à ton pays d'origine? Ouais, Hollywood Unites for Haiti, c'est une fondation que j'ai créée avant le tremblement de terre, en 2008. Et là, c'est quand j'ai commencé à avoir un peu de succès avec Heroes. C'est là que j'ai commencé à faire pas mal d'actions en Haïti. Entre autres, on a construit des écoles. On a épaulé beaucoup de gamins dans tout ce qui est... de tout le secteur sportif, culturel, voire même éducatif. Et puis, on a collaboré avec d'autres organisations pendant le tremblement de terre, entre autres la PADF, qui est donc le Pan American Development Foundation, et puis les l'OEA, l'organisation aux États-Unis. Donc, on a vraiment fait beaucoup de travail en Haïti avec la fondation Hollywood Unites for Haiti. Sauf que 10 ans plus tard, avec tous les problèmes qu'il y a dans le pays, on n'a pas pu tenir. Donc, j'ai préféré mettre ça de côté. J'ai continué le combat, mais la fondation en elle-même ne pouvait plus vivre, ne pouvait plus exister. Et c'est quelque chose qui est... c'est très désastreux comme problème, parce que moi, je pense qu'après le tremblement de terre, après 2010, avec l'attention médiatique qu'a eu Haïti, avec tout l'argent qu'on pensait qu'il allait brasser en Haïti, avec tous les projets qui arrivaient sur Haïti, je pensais vraiment que Haïti allait se transformer comme cette île dont tout le monde rêve. On va procéder, on va mettre tous les nouveaux moyens en place. Ce sera vraiment l'île futuristique alors que 10 ans plus tard, on réalise que mais quel déchet, mais quel gâchis, quoi. C'est quelque chose qui me fait très très mal quand je pense à ce qui s'est passé après le tremblement de terre, d'après le tremblement de terre à nos jours. Mais complètement inexplicable. Et là, les torts, c'est tout le monde, que ce soit les Haïtiens, le gouvernement haïtien, l'international, parce qu'il faut savoir que Haïti, malheureusement, est entouré de forces très importantes. Donc ouais, on a tous foiré, on a tous gâché ce coup de remettre Haïti sur une dans une bonne situation. Mais tu as rappelé aussi le contexte dans lequel tout ça s'est déroulé, c'est-à-dire que en 2023, tu as été maître de cérémonie lors de la commémoration de la mort de Toussaint Louverture en France, et tu as dit, t'estimais que la France avait un devoir d'assistance, et tu cites dans ton livre le contexte dans lequel tout ça a lieu, c'est-à-dire la dette d'Haïti, donc il y a une enquête du New York Times qui a été publiée en 2021 et a chiffré ce coût de l'indépendance d'Haïti à 560 millions. Après, c'est des milliards en fait, en argent d'aujourd'hui. On parle de milliards et de milliards, ouais. Et donc ça, c'est dans le contexte dans lequel, tu vois, le tremblement de terre de 2010 s'inscrit, duquel... Voilà, la relève que tu espérais n'est pas arrivée, mais c'est parce que c'est pas... Enfin, ça vient dans un contexte où Haïti
porte sur son dos en fait un fardeau très lourd qui est celui de cette dette. Et ça, c'est important que tu le rappelles aussi dans le livre et que tout le monde se rappelle ça. Il a été plombé en fait dès son indépendance. Ouais. Pour moi, c'était important de le rappeler dans le livre parce que je pense que la France a un devoir envers Haïti, vu que Haïti a été forcé de payer une dette. On appelle ça la dette pour son indépendance, et cela pendant des années. Donc, c'est-à-dire toute l'économie haïtienne venait dans la poche des Français. On parle d'un pays où, à l'époque, Haïti, c'était le premier producteur de sucre. Le sucre qui est peut-être l'équivalent du pétrole de nos jours. C'est-à-dire, on appelle la perle noire des Antilles. Exactement. C'était un gros pourvoyeur d'argent pour la France. Exact. Donc, du coup, l'économie haïtienne, petit à petit, s'est dégradée. Et il n'y a pas que ça, bien entendu, qui fait que Haïti se trouve dans cette situation. Mais de l'autre côté, ça, c'est très important à le souligner. Donc, quand j'étais invité au Panthéon l'année dernière, j'ai fait ce petit hold-up parce que c'était pas prévu. Hein. Voilà, fallait respecter certains protocoles et des fois. Tu n'as pas lu le prompteur. Ça, c'est marrant parce que quand j'ai commencé à le dire, tout le monde se regarde, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il dit ça? Mais c'était important pour moi d'envoyer ce message au président Macron. Qui avait en plus, quelques années auparavant, célébré la mort de Napoléon en grande pompe. Donc c'était aussi une réponse. Enfin, Napoléon qui est à l'origine du rétablissement de l'esclavage et aussi de la mort de Toussaint Louverture. Donc je trouve que c'était aussi une réponse indirecte. Peut-être un discours qui célébrait, en tout cas quelqu'un qui est à l'origine d'un crime contre l'humanité quand même. Oui, complètement. Donc voilà, c'est ces choses-là pour moi. Oui. Tu vas avoir des problèmes. T'es content d'être venu. Ah non, moi je suis très bien. Moi je dis ma vérité. Puis après, t'as raison. C'est pas méchant. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas qu'Haïti qui se retrouve dans ce genre de situation. Si on doit aller plus loin, on a quand même toute une partie de l'Afrique qui utilise toujours le franc CFA. Donc, bien sûr. On sait ce que veut dire CFA. Je pense qu'on devrait le dire plus souvent. Ça voulait dire à l'origine colonie française d'Afrique, et c'est une monnaie qui est utilisée dans les anciennes colonies africaines francophones et qui est frappée ici en Europe et dont le cours dépend de l'euro. Complètement. C'est pour ça, je pense que si les gens se rendent compte ce que ça veut dire le CFA, je pense que peut-être que il y a d'autres actions qui seraient prises. Mais les gens, ils ne le savent pas. Ils ne savent pas ce que ça veut dire, CFA. Mais c'est incroyable. C'est complètement faux d'assumer. Enfin, après, ils l'ont renommé, je ne sais plus ce que ça veut dire, le C maintenant, ça veut plus dire colonie, ça veut dire autre chose, mais bon... Ça reste CFA, voilà. C'est toujours fabriqué ici, et donc l'argent est forcé de provenir d'ici. Donc, voilà. On se comprend. Parce que je kiffe ma race. Tu peux le répéter plein de fois, c'est vraiment bien. Parce que dans une petite virgule musicale. Ouais, c'est très bien. Non, c'est bien. Il n'y a même pas besoin de mettre le petit jingle qu'on met d'habitude. Tu le fais très bien. Alors, on va te poser une dernière question sur des aspects de ta vie un petit peu plus tristes que tu évoques à la fin de ton livre. Donc, malgré tous ces succès, plusieurs tragédies t'ont frappé. Tu as perdu des êtres chers. Dont ton frère, c'est ça dont on va parler pour finir. Et une nouvelle fois dans ta vie, le passeport haïtien a entravé les mouvements de personnes de ta famille. Ta mère, donc ton frère est décédé à Paris. Ouais. Et en fait, il a été enterré en banlieue parisienne. Et ta mère ne parvient pas à obtenir un visa pour assister à l'enterrement de son fils. Et t'es tellement en colère que tu postes une vidéo pour expliquer l'injustice à laquelle tu es confronté. Et cette vidéo devient virale. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé autour de ça? Oui, tragédie, hein, mon frère qui meurt, crise cardiaque. Donc, personne n'avait prévu cela. Et ma mère, qui était à l'époque à Miami, voulait venir ici en France. Et bien entendu, on a fait appel à l'ambassade. Ils avaient les documents nécessaires pour qu'ils puissent lui accorder un visa très rapidement parce que ce sont des circonstances assez extraordinaires. Sauf que, voilà, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait jusqu'à ce qu'elle rate l'enterrement de son propre fils. Et c'est là que j'étais au cimetière et là, je me suis dit, c'est quand même pas possible, quoi. C'est vraiment pas possible.
Et là, j'ai fait cette vidéo, bien entendu, qui est devenue virale. Et il me semble que dans la journée, j'ai eu un coup de fil de l'Élysée. Et le lendemain, il y avait un visa qui était organisé pour ma mère. Mais c'était beaucoup trop tard. Mais je les remercie quand même d'avoir organisé cela. Mais c'était beaucoup trop tard. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème au niveau administratif qu'il faut des fois revoir. Il y a des cas comme ça. Si ce sont des cas importants, il faut pouvoir expédier certaines choses. Et ça ne l'a pas fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui... Quand on est dans la souffrance comme ça, on n'a pas envie d'être coupé encore par une autre injustice. Et ça, c'est quelque chose, bien entendu, je ne sais pas comment ma mère s'y est remise, parce qu'elle n'a pas pu enterrer son enfant, quoi. Elle n'a pas pu voir le corps de son enfant, elle n'a pas pu enterrer son enfant. C'est quelque chose qui est très, très grave, je pense. C'est irréparable. Ouais. Donc voilà, bon, ben, ce sont les situations de la vie, des fois, et moi, je suis obligé de faire avec. Mais ce sont des constats qu'on essaye de... On prend note, puis on essaye d'éclaircir pour pas que ça arrive à d'autres personnes. Mais c'est un long combat. Et ce qu'on se dit aussi, c'est que malgré tout, c'est parce que tu avais de la visibilité que tu as pu obtenir des facilités, mais que pour une histoire comme la tienne, dont on entend parler, on se demande combien de personnes en fait subissent la même chose dans l'indifférence et dans le silence et dans l'invisibilité, quoi. C'est ça qui fait peur en fait. Ouais. C'est vrai que si tu n'as pas la bonne voie, tu seras complètement invisible. Et là, il y en a des invisibles. Ben merci beaucoup. En tout cas, on a traversé ton histoire rapidement, mais on vous invite à lire le livre de Jimmy qui vient de paraître, qui s'appelle Héros, l'enfant d'Haïti, des bidonvilles de Port-au-Prince aux étoiles d'Hollywood, qui est paru aux éditions Récamier. Merci beaucoup, Jimmy. Merci pour ta je souligne quand même que la préface est de Danny Glover. Voilà. Très grand acteur américain et très impliqué dans les questions de représentation. Complètement. Voilà. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de suivre Jimmy sur ses réseaux, de lui en parler, de faire des retours sur son livre. Nous sommes joignables à kiftaras.com. Où ça? Kiftaras. On n'en aura jamais assez de ça. C'est clair. On va faire un petit gif. Et sur les réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram, avec des comptes Kiftaras. L'enregistrement d'aujourd'hui s'est déroulé à l'Apart Studio et l'œuvre de Prince Calixte et de Monsieur Yao. Kiftaras est un podcast produit par nous-mêmes, Grasly et Rokhaya Diallo. On a besoin de votre force, de votre soutien, donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur toutes les plateformes, 5 étoiles de préférence. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grace. Merci Rokhaya. Merci Jimmy. Je fais ma pub, moi. Tu fais bien. Merci à vous deux, c'est ça. Merci beaucoup. Grace, merci Rokhaya. beaucoup. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Yes.